Aujourd'hui, l'émission Page africaine reçoit sur son plateau un fils de l'Afrique, Aimé Césaire de son temps, un Léopold Sédar Senghor de son temps. Il s'agit bien sûr de notre aîné, de notre papa, le journaliste malien Daouda Tekete. Monsieur Tekete est auteur de plusieurs ouvrages, dont le présent ouvrage intitulé Modibo Keïta, le portrait inédit du président de la République du Mali, le père fondateur de la nation malienne. Monsieur Tekete, bonjour et bienvenue sur le plateau de Page africaine. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, en ce 21e siècle, de vous asseoir et de parler de Modibo Keïta? Redoutable mission que de parler d'un homme dont l'œuvre et la vie ont été essentiellement consacrées à son pays, à son continent et à la paix dans le monde. Modibo est un homme d'une envergure dont on ne pourra jamais cerner tous les contours. Il mérite plus que ce que nous sommes en train de faire ce soir. Je pense que ce soir, nous allons révéler des pans de la vie et de l'œuvre. Révéler des pans de la vie et de l'œuvre de ce grand homme, Modibo Keïta, premier président de la République du Mali, qui disait un jour à Koulikoro avant son arrestation à Bamako: jeunes du Mali, le Mali ne sera que ce que vous en feriez. Monsieur Tekete, alors cet ouvrage vous a pris à peu près une trentaine d'années de recherche. Alors pourquoi avoir consacré tant d'années pour parler d'un seul homme? Très bien. Bon. Tant d'années pour parler d'un homme comme Modibo, ce n'est que peu dans ma vie et ce n'est que peu par rapport à la recherche d'une meilleure connaissance de l'homme que fut Modibo. Modibo, effectivement, ma rencontre avec lui n'a pas été que spirituelle, elle a été aussi physique. C'est un homme dont les actions, dont la pensée m'ont marqué au plus profond de mon être depuis ma prime enfance à Yélimane, où j'étais membre du mouvement pionnier. J'ai vu avec le coup d'État de 1968, j'ai compris tout ce que j'ai ressenti comme peine quand j'ai appris que Modibo venait d'être renversé un 19 novembre 1968. Cela a contribué à freiner, dans une certaine mesure, l'élan de ma personnalité vers la recherche des mieux-être, d'une vérité historique qui n'était pas seulement pour le Mali, mais pour l'Afrique et la paix dans le monde. Et Dieu faisant les choses, Modibo Keïta a fait une visite officielle à Yélimane. Alors, ce jour-là, j'ai été retenu comme l'élève qui a récité un texte, et ce texte était Vivante Afrique. Je l'ai récité devant la tribune, où Modibo était assis. Après donc que j'ai fini de réciter, Modibo s'est levé de son fauteuil, il a progressé vers moi, m'a caressé la tête, m'a saisi les bras, pour me conduire dans les rangs où étaient arrêtés mes camarades de classe. Donc ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. Un président de la République pour nous à l'époque, c'était vraiment de la sommité. Mais Modibo a été très humble. Il se mettait au rang, et souvent même, je dirais, plus bas que les autres pour mieux les comprendre et savoir leurs préoccupations et intégrer leurs préoccupations dans son combat de tous les jours afin que, à la construction nationale, participent tous et chacun pour le bonheur de tous et de chacun. Alors, pour le bonheur de tous et de chacun, faire le portrait de Modibo, on se dit, c'est une manière de faire le portrait du premier régime socialiste malien, parce que Modibo ne peut pas se dissocier, n'est-ce pas, du régime socialiste. Alors, M. Tekete, qu'est-ce que vous avez eu à dire par rapport aux détracteurs de Modibo concernant sa gestion à l'époque des indépendances? Parce que certains de ces détracteurs ont parlé de sa milice, ont parlé, n'est-ce pas, de toutes les tueries que le régime socialiste a eu à faire. Alors que nous avons parcouru votre document, nous n'avons pas eu que vous avez fait cas, n'est-ce pas, de ces exactions à l'époque socialiste. Bon, ça ne me surprend pas que de telles questions reviennent, dans la mesure où, malheureusement, nous sommes dans un pays où les gens ont un esprit travesti. Au lieu du verre à moitié plein, on voit beaucoup plus le verre à moitié vide. C'est dommage. Modibo avait infiniment plus de positifs que de négatifs qu'on lui reproche. Modibo n'a tué personne. Je peux l'affirmer avec tout ce que j'ai lu, avec tout ce que j'ai eu comme recherche, fait comme recherche concernant son œuvre et sa vie, même de la part des gens qui lui étaient le plus opposés, qui l'ont combattu férocement jusqu'à sa mort. Ils ont reconnu
que Modibo était un homme digne. Un homme qui a toujours fait sien des valeurs qui ont fait la force des sociétés, des générations qui ont précédé les nôtres, je veux dire les sociétés africaines. Je ne vais pas aller loin, je vais vous dire seulement un petit exemple. Après qu'il ait été renversé, et en 1968, la presse internationale s'en est fait largement écho. Parce que l'envergure de l'homme était telle qu'il ne passait jamais inaperçu. Un petit exemple, quand la vingtaine de chefs d'État des pays qui ont subi le joug de la colonisation à travers le monde, et qu'on a appelé à l'époque le tiers-monde, à la conférence de Belgrade pour la création du mouvement des non-alignés. Vous croyez que c'est par hasard que Modibo a été retenu avec Sukarno pour aller présenter au président des États-Unis les recommandations de ce congrès, de cette conférence du moins? Ce n'est pas un hasard. C'est la puissance de son verbe, la conviction qu'il apportait par ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Et je m'en vais vous lire un petit extrait de ce que le journal Jeune Afrique, qu'on ne pouvait pas soupçonner d'être en faveur de Modibo. Jeune Afrique a fortement combattu Modibo à cause de son orientation politique, de sa vision humaniste. Voilà, 35 ans après le coup d'État de 1968 et 26 ans après son décès, donc, je veux dire en 2003. Voilà en 2003 ce que Béchir Ben Yahmed a écrit dans le numéro 2233 de Jeune Afrique l'intelligent. Je vais vous le lire textuellement. Je le dis bien, hein, c'est Béchir Ben Yahmed de Jeune Afrique qui a écrit ça. En décembre, en 2003, je veux dire. Il dit: nous demandons que l'Organisation de l'Unité africaine crée un prix de l'Afrique pour la paix et que ce prix soit donné pour la première fois à Modibo Keïta, aussi bien pour son action militante en faveur de l'unité, de la paix et de la coexistence africaine que pour son œuvre à l'intérieur du Mali. Fin de citation. Voilà, l'homme. Ses ennemis qui reconnaissent sa valeur, qui ont même cherché, en 2003, hein, je précise bien, qu'un prix soit créé par l'Organisation de l'Unité africaine et que ce prix soit donné pour la première fois à Modibo Keïta, 26 ans après son décès et 35 ans après le coup d'État de 1968. Ça se passe de tout commentaire. Donc, voilà autant de choses qui me confortent dans ma conviction que Modibo a été, est et restera dans la mémoire de tous ceux qui ont à cœur le devenir du Mali, le devenir de l'Afrique, le devenir de la paix, d'une paix véritable dans le monde. Modibo restera un repère. Malheureusement, aujourd'hui, tout a été fait pour salir sa mémoire, pour cacher son œuvre. Mais je dis que cela va scintiller un jour dans le firmament africain et mondial comme l'étoile annonciatrice d'une ère nouvelle, une ère de paix, de prospérité pour les déshérités et tous ceux qui ont à cœur de faire en sorte que nous sortions de ce monde au nom d'un certain mondialisme qui ne fait que créer des guerres partout dans le monde et qui fait que les populations, les peuples les plus opprimés deviennent de plus en plus opprimés et qui contribuent le plus au bonheur et à la prospérité des peuples qui aujourd'hui, excusez-moi du peu, sont repus. Alors, nous allons nous arrêter un tout petit peu par rapport au contexte actuel et placer votre ouvrage, n'est-ce pas, en fonction de son contexte. Ce contexte que je me dis où aujourd'hui c'est le quiproquo total. On ne sait plus, la jeunesse africaine, sinon malienne en particulier, ne sait plus à quel sein se vouer. Laisser, n'est-ce pas, à une politicienne qui ne dit pas son nom. Alors vous décidez de prendre votre stylo, d'écrire sur Modibo. Alors, Modibo et la jeunesse actuelle. Modibo, le régime Modibo, l'homme politique Modibo et l'homme politique actuel. Quelle nuance, quel paradoxe vous pouvez réellement tirer par rapport à ces enseignements? Bon, excusez-moi du sourire, mais en réalité, je veux dire que la jeunesse malienne aujourd'hui, au-delà de la jeunesse malienne, la jeunesse africaine aujourd'hui se trouve dans un état, je ne dirais même pas végétatif, mais un état mourant.
Mourant, pourquoi? Parce que quand on s'imagine aujourd'hui, on ouvre la plupart des télévisions, surtout de l'Occident, on voit les jeunes en train de mourir dans l'océan, on voit les jeunes en train de se battre corps et âme pour un tant soit peu de pain, pendant que dans certains pays africains, c'est des sous qui sont dilapidés par milliards, qui ne sont pas utilisés à bon escient. Modibo a dit, il a dit qu'un pays ne peut être souverain si permanemment il tend la main à l'extérieur pour réaliser le minimum des minimums pour sa survie. Je m'en vais vous dire un exemple, un cas. Modibo, dans le cadre du premier plan quinquennal, qui est allé du 18 octobre 1961 à 1966, il a fait passer au niveau de l'éducation, parce que ce que vous dites, la jeunesse, là, elle est ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle manque de repères éducatifs. L'éducation va dans tous les sens. Modibo a été un des chefs d'État africains qui le mieux a compris que aussi longtemps que nous allons essayer de travailler, de contribuer au développement de nos pays à partir d'infrastructures à réaliser, à partir de gros bâtiments à faire, à partir de goudrons à faire, aussi longtemps que nous ne travaillerons pas sur la mentalité de l'homme, la création d'un homme de type nouveau, tout ce que nous allons entreprendre comme effort dans le cadre du développement sera vain et on aura tout faux. Et c'est pourquoi il a fait son combat, la décolonisation des mentalités, d'abord au niveau de la jeunesse scolaire, avec la réforme de l'enseignement en 1962. Et cette réforme visait d'abord et surtout à décoloniser les mentalités, à faire comprendre aux Africains, aux Maliens, que nous sommes loin d'être ce qu'on essaie de nous faire passer, ce pourquoi on essaie de nous faire passer. Nous avons d'extraordinaires potentialités, mais aussi longtemps que nous ne nous ferons pas confiance en nous-mêmes et que nous allons croire que notre salut viendra de l'extérieur, toutes nos potentialités ne nous serviront à rien. Et c'est pourquoi il a entrepris la réforme de l'éducation. Dans le cadre de cette réforme, tenez bon, il a pu faire passer, au moment de l'accession de l'indépendance, le taux de scolarisation de 7%. Le Mali avait un taux de scolarisation de 7% en 1960. Mais déjà en 1966, on est arrivé à 23%. Ça, c'est un cas. Il avait créé des structures qui permettaient pas seulement la jeunesse scolarisée, mais la jeunesse même dans le milieu rural, à les former, à faire en sorte que l'exode rural, qui aujourd'hui est légion dans toute l'Afrique, stop. Que les populations ne peuvent se développer qu'en développant leur terroir, leur communauté. Voilà pourquoi il avait créé ce qu'on appelle le service civique, qui avait pour fondement les centres d'animation rurale. Et dans ce centre d'animation rurale, déjà dans le cadre du premier plan quinquennal, dans les 6 régions qui avaient été créées dans le cadre de la politique de décentralisation. Quand on parle de décentralisation, c'est depuis Modibo que ça a commencé. C'est lui qui a créé les 6 régions et les 42 cercles à l'époque. Donc dans le cadre de la formation civique, professionnelle, citoyenne des populations, des jeunes dans le milieu rural, il avait institué ce qu'on appelle le service civique qui se fondait sur ce qu'on appelle les centres d'animation rurale. Et il y avait dans chaque région 5 centres d'animation rurale. Donc 6 x 5, 30. Et dans chaque centre d'animation rurale, il y avait 50 jeunes qui étaient recrutés, qu'on formait pour des métiers comme la maçonnerie, l'agriculture, la menuiserie, la forge, le jardinage, et en plus, le maniement des armes. Donc il y avait une formation adaptée. Militaire et civique à la fois. Et qu'est-ce qui était prévu? Au niveau de chaque centre d'animation rurale, il avait été institué ce qu'on appelle un champ collectif, que les gens, les jeunes qui étaient retenus là-bas, travaillaient en fonction de ce qui pouvait être produit dans la zone. Maintenant, les produits étaient vendus à l'État dans le cadre de ce qu'on appelle la commercialisation. Et ce que l'État achetait, l'argent que le centre d'animation rurale recevait en retour, on payait les équipements qui permettaient à chaque jeune à sa sortie de s'installer et d'exercer la profession qu'il a apprise dans son terroir. C'est pourquoi on a assisté à l'époque à des jeunes qui bénéficiaient d'une charrue, des bœufs, et qui retournaient dans leur village. Absolument. J'ai été agréablement très surpris de voir que les idées de Modibo sont en train de s'imposer progressivement. Un pays qui a combattu Modibo sur tous les plans. Je vais taire le nom, par respect pour ce pays-là. J'ai vu à leur télévision il y a une semaine qu'ils ont créé des centres de formation d'éducation civique
dans ces pays-là des centres d'éducation civique où on forme les jeunes exactement comme Modibo l'avait prévu dans les centres d'animation rurale avec le service civique. J'ai la conviction ferme qu'aucun pays africain, quel qu'il soit, quelles que soient ses potentialités, quel que soit ce qu'il croit être la qualité de ses ressources humaines, aussi longtemps qu'il ne reviendra pas vers la transformation qualitative de la mentalité des populations, on aura tout faux. Vous croyez que les décentralisations telles qu'on est en train de les faire dans les pays africains sont en prise réelle sur les besoins véritables et les intérêts réels des populations africaines? Je doute. Je doute pourquoi? Parce que nous avons des valeurs cardinales qui ont fait la force de nos sociétés. Que Modibo voulait faire en sorte que les populations africaines, maliennes et africaines, connaissent leur histoire, qu'ils s'affirment et s'assurent dans leur histoire qu'il y a des valeurs sans lesquelles ils ne pourront jamais sortir de la situation dans laquelle ils ont été placés par la colonisation depuis des millénaires. Alors, à l'image de tout ce que vous venez de dire sur le président Modibo, toutes ces actions qu'il a eu à mener, tous ces actes de développement, alors, où est-ce que l'État malien a failli après Modibo Keïta? Est-ce une manière de dire que le coup d'État du 19 novembre 1968 a mis carrément un frein au développement du Mali? Est-ce une manière de dire aujourd'hui que nous ne saurons jamais nous développer tant que nous n'allons pas retourner aux idéaux de Modibo Keïta? Regardez le niveau de corruption. Des centaines de milliers de milliards investis, mais résultat zéro. Excusez-moi, quand je dis résultat zéro, on ne voit presque pas de résultat. D'année en année, nous régressons par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons tout faux en croyant que c'est avec l'aide extérieure, en tendant la main à l'extérieur permanemment. Mais regardez par exemple, même pour la construction d'une petite salle de classe dans un village, on fait appel à des ONG étrangères. Modibo, en une année, a fait construire par investissement humain. Aucun franc n'est venu de l'extérieur. 300 salles de classe par investissement humain. Drome à Maboko Fekana. Mais en sera kamini que Modibo là. Excusez-moi de le dire comme ça. Sans but d'aller Kafanga Banen Kofe, aller Mike Sansegin Kono, Amahara Sunyala, Anya Bere de Knya. Excuse-moi, je vais le dire pour donc vous pensez que 50 ans après les indépendances, le Mali régresse? Bon, est-ce que moi j'ai besoin de le dire? Voyez parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons, en termes de route bitumée, le Mali a à peu près 600 km de route bitumée. À l'époque de Modibo, il n'y avait pas ça. Regardez l'état des routes. Ça, c'est des routes bitumées. Bamako Ségou, ça va mieux aujourd'hui. Regardez les routes. Modibo, quand on accédait à l'indépendance, il n'y avait que 370 km de route bitumée. Mais en 66 déjà, en 1966, Modibo était arrivé à réaliser 1600 km de route bitumée. Toute la voie là, de Bamako jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire, jusqu'à Bizan là. Vous voyez ce qui a été fait par qui? 20 ans après Modibo, l'état de cette route est resté comme elle avait été faite il y avait 10 ans. La qualité était. Parce que l'homme, la valeur de l'homme était telle que on était prêt à nous sacrifier pour l'intérêt collectif. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce qui a failli? L'éducation a failli. On est revenu sur tout ce que Modibo avait institué. C'était un président qui donnait l'exemple à partir de lui-même. Un exemple, sa mère en 1966, en novembre 1966, et sa sœur allaient au pèlerinage à la Mecque. Au moment de leur départ, il a estimé qu'il n'avait pas d'argent. Il a écrit, il a donné une lettre à sa maman pour remettre à l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite, qui était Abdul Wahab Doucouré, pour lui prêter 60 000 francs maliens donnés à sa mère, et à la fin du mois, il a remboursé ça. Il y a dans votre ouvrage une publication, n'est-ce pas, du bulletin de salaire de Modibo Keïta. Un bulletin de salaire qui se chiffre à 23 millions et poussière. Le tout. Le tout. Sur ces, de 1961 à 1968, tout son salaire cumulé, chaque mois, ça faisait 23 millions de francs maliens. Donc divise par 2 pour avoir le franc CFA d'aujourd'hui. Il y a un chant légendaire dans votre ouvrage que nous avons beaucoup aimé, un chant intitulé Le chant du 22 août, le chant révolutionnaire, où on dit aux ouvriers, amis soldats, intellectuels et paysans, la lutte est engagée, debout, partout, debout. Alors, M. Tekete, quand vous entendez aujourd'hui ce chant, qu'est-ce que ça vous fait? Ça éveille en moi des fibres patriotiques. Ça avait éveillé en moi la conviction que si nous étions restés dans la voie de Modibo, il y a beaucoup de problèmes que nous vivons aujourd'hui, on ne résolvait pas. Dans le socialisme. C'est-à-dire, quand vous dites socialisme, là, le socialisme tel que Modibo le disait, c'est des choses qui cadraient parfaitement
avec nos réalités socio-culturelles. Malheureusement, les gens, quand ils veulent le ternir, le salir, ils disent ah, il avait voulu faire en sorte que tout le monde vienne manger dans une seule et même. C'est faux, archi faux. Ce n'était pas ça le socialisme. Le socialisme, c'était mettre fin à tous les, progressivement certes, à tous les mécanismes qui permettent à une minorité de s'enrichir à partir de la recherche de satisfaction des besoins de la grande majorité. C'était ça, la conviction de Modibo. Regardez aujourd'hui, le riz malien coûte beaucoup plus cher que le riz qu'on amène de Thaïlande, de l'Inde ou de je ne sais où. Pourquoi? Parce que c'est des mécanismes qui ont été savamment mis en place pour permettre à une minorité de s'enrichir sur le dos de la grande majorité. Voilà ce que Modibo ne voulait pas. Voilà ce contre quoi il a lutté. Et regardez, aujourd'hui, il y a plein de choses que nous pouvons produire et consommer nous-mêmes chez nous, mais on va les amener de l'extérieur et on tue la production nationale. Le Mali s'apprête à célébrer le 22 septembre, date de son accession à l'indépendance. Et aujourd'hui, vous, à travers cette écriture sur Modibo Keïta, si vous avez un bilan à tirer par rapport à tout ce temps, à tout ce passé glorieux de Modibo et par rapport à ce présent que nous vivons, quel serait le contenu de ce bilan? Moi, quand je vais parler, on va croire que peut-être que c'est un passionné de Modibo qui dit, mais je parle toujours par conviction, je ne dis rien par hasard. Il y a mille et une choses qui sont dites, pas peut-être exactement comme moi je le dis, mais avec le même contenu. Je m'en vais te lire un extrait d'un article de encore Béchir Ben Yamed. Il a écrit ça en décembre 1968, quelques jours seulement après le coup d'État de 1968. Voilà ce qu'il a dit concernant Modibo. Il dit pour Modibo, l'indépendance du Mali devait recevoir une consolidation quotidienne grâce à l'effort de ses concitoyens. Il leur avait appris à être dignes, à ne pas avoir honte de leur pauvreté, mais à redoubler d'efforts. Il se conduisait sans complexe avec les dirigeants des pays de l'Est ou de l'Ouest qui venaient lui proposer de l'aide pour le développement de son pays. Avec Modibo à la tête du Mali, aucun compromis n'était possible en ce qui concerne la souveraineté nationale. Cela, nous en sommes sûrs. Seul était en ligne de compte l'intérêt du Mali. Son amertume devant les faiblesses de certains de ses compagnons était immense. Voilà ce que Béchir a dit de Modibo. Pourtant, Béchir Ben Yamed, Jeune Afrique, n'avait pas Modibo en odeur de sainteté. Donc, vous voyez, c'est pour te dire tout simplement que aujourd'hui, si nous ne revenons pas à certaines des valeurs que Modibo a incarnées et qu'il a essayé de traduire en matière de politique de développement économique, social et culturel, nous avons tout faux. Je le dis par conviction. Et aussi, pour terminer, à ce niveau-là, une révolution africaine, qui est un organe de presse de l'Algérie. Voilà ce qu'eux aussi, ils ont écrit quelques jours après le coup d'État en décembre 1968. Je le cite. C'est un journal algérien. En décembre 1968, il a écrit, après le coup d'État, quelques jours après le coup d'État. Il dit, en tant qu'amis et voisins, c'est-à-dire les Algériens quoi, il nous a été donné d'apprécier comme vérité certaine l'humilité, la probité intellectuelle, morale et le désintéressement de l'équipe dirigeante du Mali. Il nous a été donné de constater plus d'une fois la modestie, la simplicité, le mépris du luxe et de l'apparat de l'une des équipes responsables de l'Afrique. Non seulement l'Algérie, mais toute l'Afrique sera reconnaissante à ceux qui consentiront, transcendant les problèmes du moment, à redonner au Mali son vrai visage, son unité, sa sérénité d'hier. C'est comme si c'était aujourd'hui. Voilà ce que les Algériens ont dit. Et ils ont précisé que, à l'époque, le Mali était un pays dont on jalousait l'image et le renom à l'extérieur. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Mesdames et messieurs, nous sommes au parc national, le parc d'attractions, et nous avons un charmant public ici, dont je vais vous inviter vraiment d'applaudir pour vous-même, pour la patience et pour surtout la qualité de notre interlocuteur aujourd'hui qui est Daouda Tekete. Voilà, donc je m'en vais donner la parole au public pour les témoignages et quelques questions à votre endroit. Merci. Moi, je commencerai par applaudir Africable, parce que nous parlons de la reconstruction de l'homme malien, qui a subi pendant plus de 70 ans la colonisation, l'oppression la plus odieuse à laquelle on peut soumettre l'humanité. Donc, on vous salue, on vous remercie. Nous vous considérons comme une génération montante et non pas une génération rampante,
comme on voit aujourd'hui à travers l'Afrique noire. Ceci dit, quand vous parlez, parfois de Modibo et du 19 novembre 68, fort heureusement, je me trouvais à Moscou, moi. Le conseil culturel à l'ambassade de France, un Français, a téléphoné à un Malien qui est également conseiller à l'ambassade du Mali à l'époque, à Moscou. Il lui a dit, votre Modibo est parti cette fois-ci pour du bon. Nous avons armé des jeunes militaires qui l'ont renversé. Cette fois-ci, il est parti. Tenez-vous bien. Depuis 60 à l'indépendance, jusqu'en 68, c'est en ce moment qu'ils avaient réussi. Je vous donne deux exemples pour vous dire que Modibo est humble et de probité. Humble, Modibo a donné la médaille de l'indépendance à tous ceux qui ont œuvré pour l'indépendance du Mali. Modibo a concouru à l'indépendance du Mali. Il est le premier président du Mali. Son nom ne fait pas partie de ceux qui avaient la médaille. Parce qu'il était humble, il ne voulait pas se désigner lui-même. Et comme les autres ne l'ont pas désigné, il se tue. Il n'a pas voulu dire, moi aussi, je mérite la médaille. Imagine-toi, c'est 50 ans après. Le 22 septembre 2010, quand on fêtait les cinquantenaires, quand ils ont revisité maintenant la liste des médailles, on dit oui à Modibo, qui était le premier président du Mali. On dit ça, c'est une erreur de l'histoire. Donc quand vous partez à la place de l'indépendance, le dernier nom ajouté, c'est Modibo Keïta, alors qu'il aurait dû être le premier. Le 24 mai 1963 à Addis Abeba, lors de la création de l'État africain, il était le seul président africain, pays indépendant parmi les 23, qui est parti dans son propre avion, dans sa compagnie Air Mali qu'il a créée. Tout ce qui vient d'être dit me conforte dans mes convictions que Modibo est un exemple à connaître et à faire connaître. Nous avons appris dans votre ouvrage que Modibo, on a remis à Modibo la liste intégrale de ceux qui voulaient lui faire le coup d'État 3 mois avant la date fatidique du 19 novembre 1968, et mais qu'il s'est tué, il ne les a pas touchés. Est-ce que cela ne sort pas un peu de l'ordinaire? Modibo ne faisait rien par hasard. En 1967, dans le cadre de la lutte contre la corruption, on a lancé au Mali l'opération Taxi et l'opération Villa. Au cours de ces opérations, il y a quelques cadres qui ont été arrêtés. Mais vérification faite, on a trouvé que certains d'entre eux étaient exempts de tout reproche. Et ils ont été libérés. Alors depuis, Modibo s'est dit que plus jamais il va permettre l'arrestation de qui que ce soit avant qu'il ait la conviction lui-même que ce qu'on reproche à ce dernier est avéré et irréfutable. Donc c'est pourquoi, quand les services de renseignement lui avaient apporté 3 mois avant le coup d'État le nom d'officiers, effectivement, parmi lesquels, et cela je l'ai appris de Amadou Traoré et Amadou Tikorni, effectivement, parmi ceux qui ont réalisé le coup d'État, il y en avait. Il ne les a pas touchés. Quel appel avez-vous à lancer actuellement aux Maliens par rapport à tout ce qu'on vit actuellement? Il faudrait que nous apprenions à connaître Modibo, à savoir que la voie qu'il avait ouverte pour le Mali, aussi longtemps que nous allons cheminer en marge de cette voie, je mets ma main au feu, nos problèmes ne feront que s'accroître au lieu de trouver progressivement des solutions. Alors, chers téléspectateurs, chers charmants publics, vous qui avez fait les déplacements, merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.